Bah écoutez, merci beaucoup. On va faire une présentation sur un atelier que l'on a fait avec Albi sur la valorisation du trésor de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Alors, comme l'a dit Juliette, on a un problème de liaison avec Albi. On n'a Ariane au bout du téléphone. Je vais laisser ces personnes-là se présenter. Je commence par vous, Ariane. On vous écoute. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier, toute l'équipe Promuséum de m'avoir invité à cet atelier. Je suis désolée de ne pas être là parce que vous-même, vous avez montré beaucoup de disponibilité pour venir régulièrement à Albi, y compris pour de la communication. Donc voilà, je m'excuse, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu les tenants et aboutissants du projet. Et donc moi, je suis conservatrice des monuments historiques et représentante du maître d'ouvrage sur cette opération du réaménagement des trésors de la cathédrale d'Albi. Et je suis aussi co-conceptrice, on va dire, avec ma collègue Virginie Massol de la muséographie du Trésor. Merci. Christelle? Je prends le micro, merci. Merci également pour l'invitation. C'est un honneur d'être là et de parler de ce beau projet ensemble. Donc, je suis Christelle Marty, scénographe et maître d'ouvrage scénographique sur ce projet. Notre studio scénographique est basé à Toulouse et j'ai eu la chance de travailler avec une équipe très disponible et je remercie encore Promuséum pour votre invitation. Juliette? Oui. Alors, Juliette Bourdillon, donc Promuséum, on a eu le plaisir sur ce projet de travailler sur les vitrines, un petit peu d'éclairage et du contrôle hygrométrique. Voilà, donc on va pouvoir vous restituer un petit peu cette belle aventure. Et enfin, Nicolas. Bonjour à tous, Nicolas Buis, donc je suis concepteur de systèmes de régulation hygrométrique et sur ce marché, j'ai eu le plaisir d'accompagner Promuséum et toute l'équipe d'Albi pour la régulation de vitrines, régulation climatique de 2 vitrines. Voilà, ce que je vous propose, on va essayer de dérouler l'ensemble de l'atelier et à la fin, si vous avez des questions, alors on pourrait répondre soit dans cette salle, soit sur notre stand. On sera ravis de vous accueillir après pour compléter toutes les informations que vous n'auriez pas eues. Alors, Ariane, je pense que vous m'entendez toujours. En quoi consiste le trésor de la cathédrale d'Albi? Alors, le trésor de la cathédrale d'Albi, il rassemble des objets qui ont une valeur historique, artistique, symbolique remarquable pour la cathédrale. Et comme dans beaucoup de trésors de cathédrale, il rassemble à la fois des œuvres qui proviennent de la cathédrale, donc du trésor historique, même si on n'a pas grand-chose comme information sur ce trésor, et puis des objets qui se trouvaient dans la cathédrale, dans les chapelles, et des objets qui proviennent d'autres églises du département du Tarn, puisque les trésors de cathédrale ont vocation à offrir en tout cas des conditions de sûreté et de conservation préventive à des objets qui se trouvent dans d'autres églises du département, pour les montrer à la vue des visiteurs dans des conditions qui ne pourraient pas être les mêmes dans les églises elles-mêmes. À votre connaissance, est-ce que c'est un cas isolé ou comment sont traités actuellement et présentés les trésors en France? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, hop, je passe à la diapo suivante. C'est vrai que je n'ai pas détaillé sur les conditions de présentation du trésor avant 2022, mais on y reviendra peut-être. Alors, sur les autres trésors en France, de cathédrales, en tout cas, les situations sont assez variées. Et vous voyez peut-être sur la diapo le très bel ouvrage qui a été publié par l'Édition du patrimoine qui s'appelle Trésors des cathédrales et qui fait un peu le point à la fois sur l'historique des trésors dès l'époque médiévale et puis de leur présentation jusqu'à aujourd'hui et qui montre un florilège d'une vingtaine d'exemples en France. Et je vous montre 2 photos du Puy-en-Velay et de la cathédrale de Troyes qui ont été ouvertes dans les années 2010. Donc, il y a un certain nombre de cathédrales qui sont équipées de ces trésors et qui sont ouverts au public. Il y en a d'autres qui ne présentent pas en fait dans un lieu scénographié des objets. Et puis, il y a aussi des cathédrales qui n'appartiennent pas à l'État, anciennes cathédrales ou églises qui sont désormais communales, qui ont aussi des trésors. Je pense par exemple dans notre région à l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, qui est gérée par la commune, toute petite commune d'ailleurs, mais qui présente des objets exceptionnels. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu sur Albi, un bref historique. Dans quel contexte a débuté ce projet, Ariane? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Nouvelle présentation du trésor de la cathédrale Sainte-Cécile. Alors du coup, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière à la diapo 5.
pour montrer en fait l'état des trésors avant l'intervention des années 2022-2023, enfin 2021-2023. En fait, les trésors, il y avait un trésor qui était déjà ouvert au public, qui avait été ouvert en 2 temps, en 97 pour la salle médiévale que vous voyez en bas, avec ses voûtes à croisée d'ogives, assez imposante. Et puis la salle dite moderne que vous voyez en haut, et à gauche vous avez le plan donc, de l'état actuel au moment où l'architecte en chef des monuments historiques a fait sa première étude en 2019. Les ouvertures ont eu lieu en 97 pour la première, en 2012 pour la seconde, et en fait depuis quelques années déjà mes prédécesseurs avaient fait le constat qu'il y avait des défauts en fait, alors soit de conception, soit de vieillissement des matériaux qui posaient des problèmes du coup à la fois pour la conservation préventive des objets dans le trésor, des problèmes de sécurité puisqu'il y avait des risques de départ incendie avec un éclairage qui était obsolète, des risques de sûreté puisque les vitrines n'étaient pas bien, garantissaient pas une sûreté suffisante par l'épaisseur des verres, par la qualité de la quincaillerie. Et donc voilà, il a été décidé de procéder à la réfection de ces trésors. Vous voyez en diapo 8 et 9 des photos de l'état avant travaux. Donc, on voit ce très fort empoussièrement, un éclairage qui est un peu inégal. Et puis, il y avait aussi des problèmes sur la médiation écrite, en particulier les cartels qui n'avaient pas forcément été prévus par l'architecte de l'époque, qui donc avait été plus loin fait en régie et qui posait des problèmes de visibilité, de qualité, voilà. Donc, tout ça a été à reprendre. Ok, merci beaucoup. Si on regarde maintenant le projet à part entière, au niveau des ressources humaines, on peut considérer combien de personnes ont travaillé de près ou de loin, quelle organisation vous avez mis en place? Alors, vous avez fait un petit organigramme. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas trop affoler l'auditoire. Mais en fait, juste pour présenter le contexte assez brièvement, les cathédrales, les 86 cathédrales qui appartiennent à l'État aujourd'hui, les cathédrales actuelles, et à l'État, ministère de la Culture, et c'est les services de l'État, ministère de la Culture en région, donc les directions régionales des affaires culturelles, qui exercent la maîtrise d'ouvrage sur ces cathédrales. Et au sein des DRAC, ce sont les conservations régionales des monuments historiques qui comptent plusieurs agents, mais en particulier ingénieurs, conservateurs et des agents techniques et administratifs. Donc peu ou prou, on va dire qu'on était 2 ou 3 à être impliqués vraiment fortement dans le projet de trésor, donc à la fois ma collègue ingénieure, moi-même, et puis ma collègue conservatrice des antiquités et objets d'art, qui sont des agents mandatés par l'État. C'est pas vraiment des agents de l'État, mais qui sont dans les chefs-lieux de département et qui s'occupent particulièrement des objets mobiliers, monuments historiques. Voilà, donc je vous ai mis aussi l'ours pour que vous ayez un peu les noms, même si je pense que c'est un petit peu petit pour y voir. Et heureusement, on a été très accompagnés par la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte en chef des monuments historiques, enfin sa collaboratrice Gabriella Capitanucci, évidemment Christelle Marty, Teddy Bélier pour la conception graphique, et puis toutes les entreprises qui ont fait vraiment preuve de professionnalisme et d'agilité, on va dire, pour l'ensemble des travaux dans des conditions qui ne sont pas toujours habituelles, je pense, pour elles. Donc une belle équipe pluridisciplinaire pour un beau projet, un beau succès, on va le voir un petit peu plus loin. Question un petit peu rituelle et qui intéresse aussi tout le monde, la valorisation de ce projet, quel était le budget, comment ça s'est passé? Alors le budget, j'ai perdu ma ligne, voilà, c'était plus d'1 million d'euros. On ne pensait pas mettre autant d'argent au départ, évidemment, je pense que tout le monde dit ça, mais bon, finalement, on a bénéficié aussi du plan de relance, donc toute l'intégralité a été financée par l'État, le ministère de la Culture, dont 730 000 euros du plan de relance, donc les 2 tiers à peu près par le plan de relance. Ok, merci. Alors, de votre côté, quels ont été les partis pris pour le réaménagement des lieux? Alors au départ, on a été assez modeste sur la scénographie puisque c'était vraiment des problèmes de conservation préventive, sûreté, sécurité dont j'ai déjà parlé qui nous préoccupaient. Il était question juste de faire une sorte de bichonnage, on va dire, au niveau de la scénographie. Donc vous voyez en diapo 11
les premiers plans de l'architecte en chef qui conservait en fait la scénographie ancienne avec ces espèces de claustras en bois pour la salle médiévale et simplement une reprise des niches à l'intérieur pour mettre davantage en valeur les objets, revoir le soufflage, l'éclairage évidemment, la sûreté des vitrines et le sol. Donc, et pour la salle moderne, c'est-à-dire la diapo suivante, une reprise des vitrines existantes avec des modifications à la marge. Mais en fait, on s'est rendu compte lors d'un premier appel d'offres que c'était en fait très compliqué de reprendre des vitrines existantes pour les adapter en termes de conservation préventive et de sûreté et d'éclairage, d'une part. Et puis d'autre part, on s'est dit que tant qu'à mettre quand même déjà une certaine somme sur le trésor, il me semblait important d'en profiter pour faire quand même une révision de la présentation et ne pas avoir à y revenir dans les décennies qui arrivent. Donc finalement, on est parti sur quelque chose de plus ambitieux et on a demandé un complément de conception scénographique à Christelle Marty et à Teddy Bélier. Donc on est parti sur vraiment un autre projet et qui a été mené tambour battant entre l'automne 2021 et décembre 2022. Pardon. Ok. Merci beaucoup, Ariane. On sait la frustration que vous avez de pas être avec nous et pas voir tout ce qui se passe, mais on vous laisse en ligne avec nous. On va écouter maintenant Christelle. Donc, Christelle, vous étiez la partie scénographique. D'accord. Lorsque vous avez découvert ce projet-là, quelle a été votre première impression? Comment ça s'est passé? Merci Ariane pour ton intervention. Alors il faut savoir que le studio Christelle Marty Scénographie se trouve à 1 heure d'Albi. Donc on est quand même à proximité de cet emblème architectural et assez symbolique de l'Occitanie. On est sur un édifice qui est un des joyaux culturels et touristiques de la région. Donc la première impression, c'est d'être flattée et honorée de participer à un tel projet d'envergure, mais aussi de me sentir très privilégiée parce que évidemment je connaissais la cathédrale d'Albi, mais je ne connaissais pas la salle et les salles des trésors. Donc ça a été une vraie découverte pour moi. Je connaissais l'institution des trésors de manière générale, mais pas ceux d'Albi. Donc j'ai pu découvrir des joyaux méconnus du grand public et j'ai été privilégiée aussi d'accéder à des endroits méconnus, donc notamment dès la première visite les tribunes de la cathédrale d'Albi qui donnent un point de vue incroyable sur le cœur de la cathédrale. Voilà. Et qu'on y ait frôlé les murs 3, 10 ou 20 fois, on est toujours ébahi par... je pense que Juliette me rejoint sur le sujet et peut-être en touchera 2 mots, mais on a toujours le même sentiment d'être tout petit dans cette immense cathédrale. C'est clair. Pour y être la semaine dernière, avoir fait de visite là-bas, c'est vraiment très impressionnant. Je vous invite à y aller d'ailleurs et visiter par l'occasion la salle des trésors. Quel a été votre fil rouge? Comment vous avez procédé? Alors, j'ai pas forcément envie de parler de fil rouge esthétique, mais plutôt une attitude qu'on a essayé de mener tout au long du projet. C'était vraiment de mener un projet exigeant en termes de conception, d'esthétique, de par les finitions, les matériaux, et puis de travailler une exigence de sur-mesure, parce qu'on est vraiment sur un site exceptionnel avec 2 salles qui sont vraiment différentes. On a à la fois la salle médiévale, qui est de par nature médiévale avec ses niches et ses ogives, et on a une salle moderne qui est complètement différente avec des aspects et un espace assez brut. Donc on a travaillé une scénographie cohérente mais à la fois différente dans l'approche et dans la présentation des œuvres. On a travaillé aussi une exigence sur le chantier, la tenue du projet. J'ai été assez exigeante sur... on avait des deadlines à respecter, comme tout projet. La première ouverture a été légèrement décalée parce que le planning ne pouvait pas être tenu en temps et en heure. Mais on a réussi, avec tout l'ensemble des intervenants, à tenir un planning non sans mal, mais en tout cas, on va vous parler des contraintes un peu plus tard. On va en parler maintenant, voilà, parce que c'est beau Albi, mais ça a des contraintes. Et justement, comment vous avez appréhendé ces difficultés du site, les difficultés logistiques, on va dire? Alors bon, forcément, chaque projet a ses contraintes. La cathédrale d'Albi,
comme chez nous, on dit, c'était un peu le pompon. On a eu des contraintes différentes. J'aimerais en évoquer 3. Une contrainte de gestion déjà, parce que c'est une gestion tripartite. On a la DRAC Occitanie qui est gestionnaire du site. On a l'UDAP aussi qui s'occupe de la partie plus technique du bâtiment. Et puis on a une gestion par l'association paroissiale avec une implication forcément plus ou moins importante. Donc déjà cette gestion, cette contrainte de gestion a été un paramètre à prendre en compte dans nos échanges et voilà, avec les différents intervenants. La deuxième contrainte, ça a été la contrainte d'accès, parce qu'il faut savoir que les salles des trésors ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ou à toute déficience. Donc, en fait, le seul accès des salles des trésors se fait uniquement par cet escalier en colimaçon qui est extrêmement étroit. Donc, c'est une contrainte qu'on a immédiatement identifiée et qui nous a posé souci, il faut le dire, parce que une des seules possibilités pour nous d'acheminer du matériel, c'était par cette petite fenêtre que vous voyez voilà, à droite de la diapo. Et pour faciliter les choses, on avait également entre les deux salles, parce que la salle médiévale se situe au R+1 et la salle moderne au R+2, on avait également des escaliers aussi entre les deux salles. Donc on avait une contrainte technique et d'accès qui était très compliquée à gérer pour l'ensemble des intervenants. Et la dernière contrainte, c'était la contrainte de sûreté et de sécurité, mais je ne vais pas y revenir dessus parce que Ariane l'a bien évoqué tout à l'heure. C'est vrai que ça fait une petite meurtrière pour passer des vitrines, hein, c'est pas simple. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement et nous décrire vraiment le projet maintenant, Christelle? Alors, Eva, merci. Peut-être passer à... Alors, ça, c'est le premier croquis qui a été réalisé. Donc, c'est vraiment une esquisse, une ébauche. Ce qu'on a voulu faire dans ce projet scénographique, c'est vraiment de concevoir une scénographie à la fois élégante et intemporelle. La scénographie précédente datait des années 2000, si je ne me trompe pas. Donc, on avait des problèmes de sécurité, de sûreté, de conservation, de prévention. Donc, on a cumulé un petit peu voilà, les problèmes et donc on avait besoin de repartir sur une scénographie qui respectait les normes en vigueur de sécurité et de conservation. On a donc essayé de travailler sur une sublimation en fait de l'architecture dans la salle médiévale. Donc on s'intègre dans les niches et donc ça on respecte vraiment l'architecture du lieu. Et dans la salle moderne, on est sur des espaces et des vitrines qui sont un peu plus brutes. Voilà. Donc là on voit bien, ça c'est le projet scénographique en 3D. Ça fait partie des visuels d'esquisse et ensuite vous avez la réalisation. Donc on voit que c'est assez proche et quand je parlais d'exigence tout à l'heure, une des fiertés qu'on peut avoir, c'est vraiment d'avoir réussi de passer de l'esquisse à la réalité sans transiger sur une exigence vraiment forte et vraiment technique et du sur-mesure. Voilà. Et donc là, vous allez nous expliquer maintenant, on a vu les belles images, comment passer du dessin au concret, les différentes étapes du chantier. Hein, vous pouvez nous faire un petit déroulé de comment ça s'est passé? Oui, bon, j'ai dit rapidement sur la salle moderne, sur la slide d'avant, voilà, qu'on était sur des volumes plus bruts et donc là on respecte le lieu avec voilà, des vitrines un peu plus longilignes et radicales. Voilà, on est sur un travail assez minimaliste et contemporain pour respecter les lieux. Et juste en termes d'esthétique, on est dans un mélange de noir profond et d'or sacré qui font référence à l'histoire du lieu aussi. Donc c'est un vrai clin d'œil aussi graphique et qui se retrouve dans l'ensemble de la médiation écrite. Donc pour revenir au chantier, c'est un gros sujet qui nous a fait des nœuds au cerveau. Donc je parlais tout à l'heure du seul accès, donc on y reviendra un petit peu. La première étape, ça a vraiment été de désencombrer l'ensemble des salles de leur ancienne scénographie. On a fait appel à un collectif qui s'appelle le collectif Tournesol, qui est spécialisé dans l'upcycling de manière générale dans le milieu du bâtiment et de la scénographie. Et donc ils sont
venus sur site pendant 2 jours. Ils ont analysé ce qu'ils pouvaient récupérer. Et donc là, on les voit travailler au démontage d'une vitrine. C'est la vitrine sud de la salle moderne. Et en fait, eux, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier du treuil mis en place, mais donc ils ont tout descendu via l'escalier en colimaçon. Et donc, ils en ont fait du mobilier. Donc, c'est vraiment une démarche d'éco-responsabilité qu'on a souhaité mettre en place dès le début du chantier. La deuxième étape, c'est le chantier architectural qui a débuté. Donc, on a vraiment travaillé de concert avec la maîtrise d'ouvrage architecturale, donc qui est l'agence Caillot, pour justement définir les besoins et les attentes scénographiques. Parce que si on arrive trop tard, c'est trop tard et on peut plus revenir en arrière. Donc, par exemple, vous voyez très bien. Au niveau du sol, il y a eu une réflexion du sol assez importante qui a été faite. On a demandé des arrivées électriques. Donc, il a fallu être présent au bon moment pour ne pas louper ces aspects du chantier qui sont très importants. Sinon, ça met à mal la scénographie. Le chantier architectural, j'en parlerai pas beaucoup plus. La troisième étape, et non la moindre, c'est les 3 semaines de chantier scénographique qui ont été dédiées au projet. Et là, je pense que le planning, la slide n'était pas assez grande, j'ai pas pu mettre tout le planning, mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'on a travaillé, en fait, on a orchestré, c'est vraiment une orchestration millimétrée. On était parfois à l'heure près pour travailler dans les 2 salles des trésors. Moi, j'aime à dire qu'on a travaillé comme un ballet, en fait, un ballet de danse où on a des chapitres du ballet et donc tout est orchestré au millimètre et on est un petit peu des danseurs dans ces espaces-là. Et on voit le taux d'encombrement de ces espaces. Donc vous comprendrez bien que tout le monde n'a pas pu travailler au même moment dans ces espaces-là. Justement, les restaurateurs et les socleurs avaient besoin d'un espace propre. Bon, vous comprendrez dans ces images que c'était pas en tout cas un espace propre dans l'espace moderne et médiéval. Donc en fait, on a trouvé un espace de travail dans les tribunes. Donc ils ont eu la chance et le privilège eux aussi de travailler dans un espace atypique, mais je pense qu'ils rendront ce chantier assez mémorable. Donc on voit en arrière-plan la vue qu'ils ont pu avoir pendant ces 3 semaines. Je pense que Juliette parlera un petit peu plus en détail. On va l'interroger. Merci beaucoup, Christelle. Oui, on voit en effet que c'était un véritable et un très très beau chantier. Juliette de Promuséum, l'organisation, la livraison du matériel, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça là? Pour quelle partie du mobilier muséo on était consultés? Alors déjà, quand je suis arrivée à Albi, cette cathédrale, c'est absolument un choc émotionnel très fort. On était très contents de participer à ce projet. Là, ce que vous voyez, c'est la prise de code du premier rendez-vous quand on a été attributaire, puisque effectivement, le gros challenge de ce projet, c'était les conditions d'accès. L'exigence était là, c'est-à-dire que nous, on a souhaité répondre à ce marché puisqu'on était sur des vitrines patrimoniales, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, entièrement en métal, avec un contrôle hygrométrique sur l'ensemble des vitrines et avec une interface éclairage et une interface agencement que nous aussi on aime bien faire, puisque il faut avoir une vision un peu globale du projet quand on répond même sur qu'une partie du lot, d'un des lots. Et donc quand on est arrivé sur ce projet, on a rencontré une équipe ultra motivée et très à l'écoute, et on a tout de suite relevé des points de travail sur la partie sécurité pour les personnes qui allaient intervenir, et comment il allait falloir trouver des astuces pour l'acheminement à 16 mètres de haut de toute la partie vitrée. Voilà, donc ça a été un travail collectif, puisqu'on a fait partager à l'ensemble des intervenants ce qu'on avait mis en place. On a modifié la plateforme d'arrivée, on a modifié l'acheminement à l'intérieur des espaces.
On a dû occuper l'espace et donc là aussi on a travaillé avec la ville pour gêner le moins possible et on a séquencé en 2 livraisons au démarrage et puis pour des questions de planning on s'est réadapté et effectivement la coactivité était compliquée donc il a fallu vraiment travailler avec les autres intervenants pour que on arrive à tous travailler dans de bonnes conditions. Donc là, vous voyez un petit peu. Alors sur la partie médiévale, techniquement, ce qui était impressionnant quand on a fait la prise de cote, c'est que c'était des bâtisseurs absolument géniaux. Donc toute la partie droite était parfaitement droite. On a pris les codes 3 fois. Toutes les niches, la partie verticale, il y avait même pas un demi-centimètre de différence entre le début de la niche et l'eau de la niche. Bon, par contre, ça se compliquait un petit peu au niveau de la partie en ogive. Et donc, on a proposé à Christelle Marty de prendre le geste scénographique de créer un joint creux qui rendent visuellement pour la totalité des niches quelque chose d'homogène. Et donc il y a eu, on a livré les niches entièrement montées, les vitrines niches entièrement montées, une à une, et elles se sont parfaitement ajustées dans les niches. On avait bien travaillé en interface sur la préparation pour l'arrivée électrique de l'alimentation des éclairages. Voilà. Donc sur la partie, alors l'autre challenge, c'était sur la salle moderne, c'est qu'on est en porte ouverture à la française sur de très grandes dimensions, des grands espaces vitrés que vous apercevez là, pour pouvoir mettre les chasubles et les autres objets liturgiques de ces vitrines-là facilement en exposition. Voilà. Et donc, on a eu sur la totalité des ensembles vitrés un verre qui s'est un petit peu fendu. Donc, on est réintervenu 4 semaines plus tard, je crois, quelque chose comme ça, enfin assez vite, pour pouvoir remplacer. Enfin, d'abord voulu le réparer pour que il n'y ait pas ce petit défaut un jour J où il y avait des gens qui venaient visiter la salle. Puis on a remplacé le verre. On est réintervenu sur 2 jours et on a modifié. Alors là, comme ce sont des très grands espaces vitrés, vous avez des systèmes d'assistance à l'ouverture pour permettre à une personne seule d'ouvrir et de fermer en toute facilité des cloches qui sont pour autant extrêmement lourdes. Merci. Alors, tu as parlé de coactivité, on a vu l'étroitesse et les délais et le peu de marge qu'on avait sur les plannings. Christelle, de votre côté, c'est passé comment ces synergies, cet empilement d'entreprises, cette coordination ? Alors oui, je voulais simplement faire un mot sur la coactivité parce que parfois on était quand même jusqu'à 15 sur place à devoir trouver sa place. Et ça c'est pas évident et je remercie vraiment tous les intervenants et notamment Promuseum parce que ils ont fait preuve d'une énorme souplesse. On a dû revoir le planning. Je compte plus les versions de planning que j'ai sur l'ordinateur, mais en tout cas, on a su trouver une solution. Il y a eu aussi le principe de proximité que malgré la distance en fait, donc on a fait énormément forcément de visio, de points techniques, mais Promuseum a vraiment répondu présent lors de points techniques qui étaient nécessaires sur site ou en présentiel sur Toulouse dans nos locaux et ça je les remercie chaleureusement parce que je pense que c'est grâce à eux qu'on a aussi un projet à la hauteur du lieu et techniquement abouti. Merci. Ariane, on va essayer de vous retrouver. Vous êtes toujours avec nous ? Alors, Oui, c'est bon pour nous. Donc là, on a vu la partie technique, la partie planning, les synergies, les co-réalisateurs tous les uns avec les autres. De votre côté, quelle campagne de conservation préventive vous avez menée pour ce trésor ? Alors heureusement, il n'a pas fallu en plus restaurer tous les objets en même temps, mais il y a quand même une coactivité effectivement avec des restaurateurs, comme vous le voyez sur la diapo 36. Pour le conditionnement, conditionnement aller et retour,
constat dépoussiérage. Bon, ça, c'était vraiment lié au chantier, mais après, la plupart des œuvres avaient déjà été restaurées, soit lors des chantiers des collections menés en préalable aux ouvertures de 97 et 2012, soit au fil de l'eau, puisqu'on a quand même des programmations assez importantes de restauration des objets des cathédrales. Et donc, voilà, l'ensemble des objets était quand même dans un état de présentation et de conservation correct. Il y a quelques objets qui ont été restaurés quand même pour l'occasion, donc c'est la diapo suivante, notamment des objets qui proviennent de la cathédrale, qui étaient déjà présentés dans le trésor, comme la plaque de Gand à gauche, et des objets qui ont gagné le trésor, enfin qui n'étaient pas présentés jusqu'alors dans le trésor, comme cet ostensoir du XVIIe siècle qui a été déposé par la commune de L'Isle-sur-Tarn à la cathédrale, et donc qui a fait l'objet d'une restauration complète. Ok. Quels prérequis pour la conservation préventive, avant qu'on entende Nicolas sur l'aspect technique, de votre côté? Ariane, vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, alors une autre contrainte dont n'ont pas parlé directement Juliette et Christelle pour les trésors des cathédrales, c'est qu'en fait, on ne peut pas compter sur un personnel qualifié de régie sur place. En fait, nous, conservateurs, on est dans les chefs-lieux de région, donc à Albi, c'est vrai que c'est éloigné qu'à 1 heure de Toulouse, mais on a aussi la cathédrale de Rodez à 2 heures. Et voilà, il n'y a pas forcément des gens sur place qui peuvent réagir assez vite, qui peuvent déjà exercer une surveillance régulière et réagir assez vite en cas de problème. Donc en fait, on essaie de privilégier des présentations qui donnent des garanties, on va dire, de conservation passive pour les objets présentés dans les trésors. Donc étanchéité de vitrine, faible luminosité évidemment, et pour certaines œuvres, un contrôle de l'humidité relative. C'est le choix que l'on a fait là pour quelques objets qui présentaient des problématiques particulières. Moi, j'avais entendu parler du système de contrôle de l'humidité relative par membrane de polymère poreux qui a déjà fait ses preuves dans les monuments historiques. Nicolas Buy en parlera tout à l'heure, j'imagine, et qui a été suivi par le laboratoire de recherche des monuments historiques dans plusieurs monuments depuis une dizaine d'années maintenant, et qui présente des avantages assez nets en termes d'équipement et de maintenance. Et du coup, il y a 2 objets en particulier que je vous montre à la diapo suivante qui présentaient des problématiques qui nécessitaient d'avoir une humidité relative stable. C'est la chasse de Sainte-Ursule qui à la fois a des problèmes de développement de moisissures et quand l'humidité relative est trop élevée, et en même temps, si l'humidité relative est trop basse, elle en a des problèmes de soulèvement de polychromie. Comme vous voyez là, il y a eu des testings régulièrement qui ont été apposés. Voilà, des rapports qui mettent en évidence les soulèvements quand le bois se rétracte et que du coup la polychromie a tendance à se soulever. Et la deuxième œuvre, c'est une œuvre assez emblématique pour la cathédrale, de grande qualité, l'Ecce Homo, qui est une sculpture qui doit faire 1,30 m à peu près, qui a sa polychromie originale en bois peint, et qui a des fentes originales, des fentes anciennes en tout cas, et qui nécessitait d'avoir une humidité relative assez stable, qui correspond à peu près à celle de la cathédrale, puisqu'il était dans la cathédrale au moins depuis le 19e. Et qu'on ne voulait pas exposer à des trop grandes fluctuations hygrométriques, parce que c'est vrai que dans la salle moderne en particulier, on a quand même des variations, notamment journalières, qui peuvent être assez importantes. On a décidé d'équiper ces 2 vitrines. Vous voyez à la diapo suivante, détail du petit capteur dans les 2 vitrines qui présentent ces objets. Merci Ariane. Avant de vous redonner la parole tout à l'heure pour la conclusion, on va parler un petit peu technique, Nicolas. Donc le système de contrôle hygrométrique qui avait été choisi par la DRAC et dont vous venez parler un petit peu, est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous expliquer, nous donner quelques informations? Alors oui, le système à membrane polymère poreux est un système qui n'est pas très innovant maintenant parce qu'il est déployé déjà depuis une bonne dizaine d'années, testé et prouvé par le LRMH, différents sites patrimoniaux, etc. Le gros avantage des membranes polymères, c'est que vous n'avez pas de condensat. Donc on fait migrer l'humidité d'un côté et de l'autre de la vitrine, dans un sens ou dans l'autre, humidification, déshumidification, sous forme de vapeur. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maintenance. La durée de vie des membranes est supérieure à 20 ans.
Donc c'est un investissement qui est fiable, éprouvé, et qui demande très peu de ressources en énergie. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un move écologique où les appareils, les anciens systèmes de climatisation ou régulation sont vraiment dépassés. Et la membrane est vraiment le système aujourd'hui éprouvé, surtout en basse température, où les systèmes anciennement dits Peltier ne peuvent pas fonctionner en basse température parce que les condensats gèlent et donc de coup ne peuvent plus être évacués. Alors sur ce chantier, nous on a beaucoup délégué à Promuséum parce qu'ils sont précurseurs dans la vente de membranes depuis aussi une dizaine d'années, donc ils ont très vite suivi le move du LRMH. Et nous sommes revenus un petit peu plus tardivement pour vraiment vérifier et que ça colle une fois que la CENO avait été mise en place, que la partie technique soit vraiment validée. Donc sur ce projet, on a ajouté une ventilation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de stratification dans les volumes, parce que les espaces techniques étaient assez réduits. On a réussi à tout faire rentrer, même la communication, et en plus des afficheurs déportés qui permettent, comme a été souligné tout à l'heure, au personnel sur place de s'assurer le bon fonctionnement des régulations dans les vitrines, sans pour autant avoir de grandes notions en conservation. Tout est indiqué, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Donc il y a aussi la plateforme Preservarium qui permet de récupérer les données au pas minute. Donc c'est un cloud externalisé. Depuis ce cloud, vous pouvez depuis n'importe quel site en France, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, recevoir les données, les exporter, faire des tableaux, vérifier s'il y a eu des alarmes, des dépassements de seuil, et aussi bien en fonction des expositions et des prérequis en valeur de régulation, changer ces différentes valeurs pour faire évoluer en fonction des scénographies et des objets qui sont exposés. Donc c'est un matériel qui permet dans le temps d'être réutilisé, en plus par rapport à un élément passif qui va être conditionné ou préconditionné à une certaine valeur hygrométrique. Le système Fluxor à membrane vous permet d'avoir une plage d'utilisation de 20 à 80% d'hygrométrie relative sans faire évoluer le système. Merci Nicolas. On arrive à la fin de cet atelier. On va laisser Ariane conclure. Juste pour vous préciser qu'on a la chance d'avoir Nicolas qui sera sur le stand de Promuséum là juste après. Donc si vous avez besoin si vous avez des questions, si vous avez des problématiques à voir, on a aussi une présentation dans une vitrine de l'ensemble de cette solution. On sera tout à même de vous confirmer ce qui a été dit, de vous l'expliquer encore plus en détail si vous avez un petit peu de temps. Ariane, vous êtes toujours avec nous. On vous laisse conclure ce merveilleux projet. Oui, évidemment, remercier une fois de plus encore toutes les entreprises. Dire aussi que ça a été une grande étape pour le trésor de la cathédrale d'Albi, ce réaménagement en 2021-2022, mais c'est un processus sur le long cours, puisqu'il nécessite à la fois des compléments, notamment en termes alors pas d'accessibilité, puisqu'on a bien vu que le trésor était accessible aux personnes à mobilité réduite, mais en tout cas de compensation pour les différents handicaps par la création d'une borne sensorielle avec différents contenus adaptés à tous les handicaps, mais aussi au grand public, avec la conception aussi de contenus de médiation écrite qui sont à développer, et puis sans doute des aménagements, des objets qui vont peut-être bouger dans les années à venir. Je pense que vous avez conquis la salle. Ils vont tous à Albi cet été pour voir la salle du Trésor, en particulier la cathédrale. On a été un... Pardon. Ils sont les bienvenus. On n'en doutait pas. On a été un petit peu long parce qu'on voulait vous faire voir vraiment la démarche qui avait été entreprise sur ce bel atelier. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Sinon, comme je vous le disais, vous êtes les bienvenus sur notre stand. Alors moi, j'ai les flashs complètement dans les yeux. Je ne vois absolument rien. Mais si quelqu'un lève la main, je lui prête volontiers mon micro. Est-ce que vous avez une question? On a été si clair que ça? Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'on vous a apporté quelques lumières sur ce sujet. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on complète vos informations. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.